Bien, écoutez, puisqu'il est l'heure, on va pouvoir commencer. Donc, je commence par encore un peu de publicité. Donc, pour, je dirais, ceux qui s'intéressent vraiment beaucoup aux mécanismes épigénétiques en relation avec les maladies génétiques, puisque dans le cadre, donc, à la fois de mon cours et de celui d'Edith Heard, qui est la chaire d'épigénétique et mémoire cellulaire. Donc nous organisons ce colloque le 21 mai et le 22 mai au matin avec une brochette de spécialistes internationaux, dont une prix Nobel de médecine, Elizabeth Blackburn. Donc ça sera certainement très intéressant pour ceux, effectivement, qui veulent savoir ce qui se passe en recherche de pointe dans ce domaine. Donc l'objet de ces 4 heures de cours, c'était maladie génétique et empreinte génétique parentale, c'est-à-dire le fait que le génome d'origine paternelle et le génome d'origine maternelle ne sont, pour certaines régions, pour certains gènes, pas tout à fait équivalents, et que ceci, donc, ce phénomène d'empreinte génétique parentale, peut être associé par diverses manières à des maladies génétiques. Alors, la dernière fois, je vous avais beaucoup parlé du syndrome de Prader-Willi et d'Angelman, qui sont deux syndromes associés à une région du chromosome 15, et quand cette région, par exemple, par délétion, la délétion est d'origine sur le chromosome paternel, du chromosome paternel, on a le syndrome de Prader-Willi, et quand elle est d'origine maternelle, on a un syndrome tout à fait différent qui est le syndrome d'Angelman. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler pas mal d'un autre locus qui est sur le chromosome 11, sur le bras court du chromosome 11 chez l'homme, et qui a aussi un équivalent chez la souris, et qui est associé de nouveau à des syndromes à nom. Hein, c'est toujours en génétique humaine un des aspects de ces syndromes à nom quelquefois multiples s'il y a plusieurs personnes qui étaient impliquées dans les découvertes. Donc syndrome de Beckwith-Wiedemann et de Silver-Russell. Ensuite, je parlerai de quelque chose qui a suscité, je dirais, beaucoup d'intérêt et même d'inquiétude. C'est est-ce que les techniques de procréation assistée qui permettent à des couples qui étaient stériles de pouvoir avoir des enfants, est-ce que cela entraîne un risque accru de maladies liées à l'empreinte? Et effectivement, il y a des données, notamment pour le syndrome de Beckwith-Wiedemann, qui suggèrent un effet, mais on verra, ça reste quand même des pathologies très rares. Enfin voilà, c'est quelque chose qui semble maintenant être validé. Et puis je parlerai rapidement de quelque chose qu'il y a, quand c'est sorti je crois en 97, avait suscité un énorme intérêt parce que ça suggérait que le chromosome X paternel et le chromosome X maternel différaient notamment par un gène qui serait impliqué, l'expression d'un gène qui serait impliqué dans les phénomènes de cognition sociale, c'est-à-dire il semble que quand on regarde la littérature récente là-dessus, il ne reste plus grand-chose, mais enfin, on verra. Alors, je ne suis pas vraiment spécialiste, effectivement, de ces pathologies. Je connaissais pas mal Prader-Willi et Angelman, et je me suis dit, bon, Beckwith-Wiedemann, Silver-Russell, ça sera un peu la même chose. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous allez voir qu'effectivement, ce que j'ai raconté pour ceux qui étaient là la dernière fois,
ce que j'ai raconté sur Prader-Willi et Angelman était relativement simple et que les phénomènes d'empreinte génomique sont beaucoup plus complexes dans Beckwith, Wiedemann et Silver-Russell. Et par contre, je vous avais parlé des hypothèses pour expliquer pourquoi est-ce que finalement les mammifères ont inventé ce système d'empreinte génomique parentale, encore que je vous avais dit qu'il existe chez les plantes. Et l'une des hypothèses, c'était l'hypothèse du conflit parental, ou même du conflit entre la mère et son fœtus. Je dirais que plus que Prader-Willi et Angelman, où c'est quand même pas très évident comment on peut appliquer cette théorie du conflit, je dirais que probablement elle est largement venue des études et de ce qu'on savait, puisque c'est déjà une hypothèse assez ancienne, sur ce qui se passe à ce locus 11P15, ou plus encore ce qu'on connaissait de la souris. Alors, quand je vous avais parlé de Prader-Willi et d'Angelman, je vous avais dit que les causes principales Prader-Willi et Angelman, c'est une région du génome qui, parce qu'il y a des séquences répétées, a une tendance à pouvoir être délétée en bloc. Et c'est une des... et donc, comme j'avais dit, s'il y a une délétion paternelle, c'est Prader-Willi. S'il y a une délétion maternelle, c'est le syndrome d'Angelman. Mais aussi, il peut y avoir ce que vous avez appelé les dysomies uniparentales, c'est-à-dire que, probablement par résolution d'une trisomie 15, en général, vous pouvez vous retrouver soit avec 2 chromosomes 15 d'origine paternelle, et donc il n'y a pas de 15 maternelle, donc ça donne le syndrome d'Angelman, et vice-versa, quand vous avez une dysomie uniparentale d'origine maternelle, donc 2 chromosomes 15 d'origine maternelle, vous n'avez pas de chromosome 15 d'origine paternelle, et vous aurez un syndrome de Prader-Willi. Et il y avait un petit pourcentage parmi les causes de Prader-Willi et Angelman, entre 1 et 4% d'après cette table que j'ai prise dans une revue relativement récente, de ce qu'on appelle des défauts d'empreinte, et souvent d'ailleurs des défauts d'empreinte dont on pouvait s'apercevoir qu'ils étaient liés à des mutations, des microdélétions au niveau du centre d'empreinte. Et quand on va voir maintenant le syndrome de Beckwith-Wiedemann et, je dirais, son syndrome miroir, plus ou moins, qui est le syndrome de Silver-Russell, bon, la fréquence pour Beckwith-Wiedemann est à peu près similaire à celle de Prader-Willi ou Angelman. Alors, il y a un truc très curieux pour Silver-Russell, puisque sur cette table, il marque entre 1 sur 3000 et 1 sur 100 000. Alors, je me suis dit, ça fait quand même beaucoup. Et j'ai cherché la littérature. Est-ce qu'il y a quelque part de la littérature sur la fréquence de Silver-Russell? Et je n'ai rien trouvé. Alors, je n'ai peut-être pas bien cherché. Dans les revues, en général, quand même, dans des revues sur une maladie, il y a des revues sur Silver-Russell. On commence toujours par dire la maladie à telle fréquence. De temps en temps, c'est même il y a un peu d'inflation parce que plus la maladie est fréquente, plus ce à quoi on s'intéresse est important. Et là, personne ne dit rien. Et je pense qu'en fait, une des raisons, c'est que finalement, c'est un syndrome qui, jusqu'à il y a peu, était pas très bien défini cliniquement. C'est un syndrome notamment de retard de croissance à la fois intra-utérin
et postnatal, et que c'était un sac dans lequel on mettait beaucoup de choses, et que maintenant il y a des gens qui commencent à essayer d'avoir des critères peut-être plus précis, et donc finalement, visiblement, on ne sait pas trop quelle est la fréquence réelle de ce syndrome de Silver-Russell. Alors, donc je vais parler de Beckwith-Wiedemann, et pour ceux qui auraient les intérêts de regarder plus précisément, il y a deux revues récentes, une, je crois, de 2010, oui, c'est tout un numéro de l'American Journal of Medical Genetics sur les maladies liées à l'empreinte et à l'épigénétique. Et puis, beaucoup plus récent, puisque c'est 2013, un article d'une chercheuse française qui a fait un travail très important sur cette région 11P15 et qui est maintenant en Australie. Mais pour ceux qui viendront le 21 et 22 mai, Christine Jiquel a accepté de venir nous parler effectivement de ses travaux récents sur, l'empreinte génomique dans cette région. Alors, une chose d'ailleurs assez curieuse, puisque l'une des maladies donc, qui est un syndrome de overgrowth, c'est-à-dire de croissance trop importante, qui est le syndrome de Beckwith-Wiedemann, ça fait depuis 1983 qu'on sait que c'est associé à des anomalies en 11P15, et c'était notamment par la cytogénétique au départ. Et comme le note Christine Jiquel, il a fallu plus de 20 ans pour s'apercevoir que finalement, il y avait un syndrome miroir de retard de croissance, qui est Silver-Russell, qui est dû également à des anomalies de cette même région, mais comme il y avait moins d'anomalies de type cytogénétique, c'était des anomalies qui étaient plus, je dirais, subtiles à détecter, et c'est probablement ce qui fait que ça a mis plus de temps. Il fallait vraiment savoir où chercher les anomalies, parce que ce n'est pas des grosses délétions en général, très rarement, ou de duplications, c'est des anomalies vraiment du phénomène d'empreinte, donc des anomalies localisées de la méthylation de l'ADN. Alors, de nouveau, mes médias un peu illisibles, mais pour ceux qui sont intéressés, je pourrais leur laisser les diapositives. C'est simplement pour rappeler donc, ces deux maladies. L'une, donc Beckwith-Wiedemann, qui est celle qui est la plus connue, c'est donc un syndrome de croissance excessive avec plusieurs organes qui vont être internes, qui vont être plus grands, donc viscéromégalie, une langue qui peut être très, très, très grosse, qui peut poser des problèmes, une macroglossie. Et puis, donc, c'est quelque chose qui commence déjà pendant la période fœtale, et ça peut entraîner, c'est un des signes qui peut être très, très grave et qui nécessite une intervention chirurgicale chez le nouveau-né, c'est une anomalie de la paroi abdominale qui fait une hernie qui peut contenir une partie des viscères, ce qu'on appelle un omphalocèle, et donc qu'il faut absolument, évidemment, opérer tout de suite. Donc, ça, c'est ce syndrome de Beckwith-Wiedemann, qui n'est pas si rare que ça, hein, sur 14 000 naissances. Et l'autre importance de ce phénomène de croissance excessive, c'est qu'il y a aussi un risque important de développement de tumeurs qu'on appelle des tumeurs du type embryonnaire, donc qui vont être des tumeurs de l'enfant, comme des tumeurs rénales, la tumeur de Wilms ou néphroblastome. Alors, on va voir ensuite qu'effectivement, c'est une maladie multigénique dans la mesure
pas toujours d'ailleurs, on va le revoir, mais dans la mesure où dans la région 11p15, il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans le contrôle de la croissance de l'embryon ou du placenta ou dans la régulation de la division cellulaire. Donc il y a en général plusieurs gènes impliqués, même si, un peu comme pour le syndrome d'Angelman, des mutations dans un seul gène, j'y reviendrai, peuvent donner la maladie de Beckwith-Wiedemann. Mais alors, donc, contrairement à ce qu'on avait pour Angelman et Prader-Willi, eh bien, des anomalies épigénétiques, donc sans qu'il y ait des délétions ou des dysomies uniparentales, sont responsables d'environ 2/3 des cas. Et pour donc, le syndrome de Silver-Russell, qui lui est un retard de croissance qui débute aussi en période anténatale et qui va se poursuivre après la naissance, eh bien, là aussi, je dirais quasiment tous les cas, ou la grande majorité des cas où on trouve quelque chose, c'est des anomalies épigénétiques, des épimutations touchant le chromosome 11p15. Ceci dit, il y a une autre cause dans environ 10% des cas, c'est une dysomie uniparentale maternelle du chromosome 7, donc indiquant évidemment que dans ce chromosome, il y a des régions qui sont soumises à l'empreinte, mais d'après ma lecture de la littérature, on ne sait pas vraiment quels sont les gènes du chromosome 7 qui sont vraiment impliqués dans, dans ce syndrome de Silver-Russell. Donc, dans les deux cas, d'ailleurs, on trouve quelque chose qui est une asymétrie. Il peut y avoir une croissance qui peut être asymétrique ou un retard de croissance avec asymétrie des membres dans les deux cas, ce qui peut être lié au fait que ces anomalies épigénétiques sont souvent des anomalies qui sont en mosaïque. Et donc, à partir du moment où il y a mosaïcisme, c'est-à-dire que l'anomalie est présente dans un pourcentage de cellules, mais pas dans toutes les cellules, ça peut effectivement donner des symptomatologies de type asymétrique. Donc voilà. Alors juste un mot, puisqu'on parle de maladies, sur les aspects de ce qu'on peut faire pour ces maladies. Eh bien, pour Beckwith-Wiedemann, il y a un aspect chirurgical très important s'il y a un omphalocèle. Il y a des problèmes métaboliques qu'il faut surveiller, le problème de la macroglossie, et puis évidemment le dépistage. Il faut mettre en place un dépistage pour voir s'il y a ou non une tumeur embryonnaire qui se développe, puisque ça c'est vraiment effectivement important pour la survie. Pour Silver-Russell, il semble que c'est l'administration d'hormones de croissance qui permet d'accélérer la croissance, et finalement le pronostic à long terme est, semble-t-il, assez bon. Et puis je reparlerai donc de cette histoire de reproduction assistée avec Beckwith-Wiedemann. Alors, je vous l'avais dit, les choses sont beaucoup plus compliquées pour le locus sur le chromosome 11, ou d'ailleurs sur le chromosome 7 de la souris, que pour le locus Angelman-Prader-Willi, parce que dans Angelman-Prader-Willi, c'était quand même relativement simple. Il y avait un centre de régulation de l'empreinte, un imprinting center, qui était celui dont on pouvait suivre la différence de méthylation, et celui qui allait contrôler de manière assez générale l'expression paternelle ou maternelle des gènes de la région. Là, on va être devant quelque chose de plus compliqué, parce qu'en fait, on a deux centres
de régulation de l'empreinte. L'un qui est soumis à l'empreinte sur le chromosome d'origine paternelle, soumis à l'empreinte, c'est-à-dire méthylé, c'est ICR1. Ici, je n'arrive pas très bien à voir. Voilà, ici, c'est maternel. Donc, quand c'est blanc, c'est que ce n'est pas méthylé. Et donc, ICR1 n'est pas méthylé sur le chromosome maternel, mais va être méthylé, il est en noir, sur le chromosome paternel. Et un autre ICR2, qui lui, c'est exactement le contraire, il est méthylé sur le chromosome maternel et pas méthylé sur le chromosome paternel. Alors, on pourrait se dire, quand même, en général, la méthylation, c'est quelque chose qui réprime l'expression. Donc, là où c'est méthylé, on devrait avoir une expression réprimée, et là où ce n'est pas méthylé, on devrait avoir expression des gènes. Eh bien, là aussi, on voit, je dirais, la perversité de ce locus, parce que, en fait, ce qui, dans ce locus, donc, qui est non méthylé sur le chromosome paternel, et donc on pourrait se dire qui permet l'expression, eh bien, les gènes de cette région, ils ne sont pas exprimés sur le chromosome paternel, à une exception près, j'y reviendrai ici, ils sont exprimés sur le chromosome maternel. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, la seule chose qui est exprimée ici, à partir d'un promoteur qui se trouve juste, donc, juste à cet endroit-là où il y a cette région différentiellement méthylée, ce centre de régulation, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est un énorme RNA non codant, apparemment un RNA qui fait plus de 100 kilobases, donc quelque chose d'absolument énorme, et qui est en antisens par rapport aux gènes de la région, et va donc réprimer l'expression des gènes de la région. Donc c'est une région qui est non méthylée, mais les gènes qui sont dans cette région sont réprimés non pas par la méthylation, puisqu'il n'y en a pas, mais par le fait qu'il y a un ARN qui va être responsable en fait de l'inactivation épigénétique de la chromatine de cette région. Donc vous voyez qu'on a des choses très, très curieuses. Alors, parmi les 3 gènes importants dont on va parler, il y a 2 gènes qui codent pour des protéines. L'un, IGF2, c'est un facteur de croissance, et un facteur de croissance qui est très exprimé pendant la période fœtale. Donc ça, on voit bien ce que ça peut avoir, soit trop d'expression, soit pas assez d'expression d'IGF2, comme conséquence sur la croissance fœtale. Donc c'est IGF pour Insulin-like Growth Factor, un facteur de croissance. Et puis ici, c'est un inhibiteur de kinase CDK, de kinase liée au cycle cellulaire, et donc c'est un inhibiteur de la croissance cellulaire, un inhibiteur de la division cellulaire. Donc là aussi, on peut voir ce que ça peut avoir comme conséquence. Comme autre acteur, donc, cet ARN antisens dont je vais reparler, et puis un autre ARN non codant qui est connu depuis 1989 ou 90 et dont ce n'est que dans un papier récent, il y a 1 ou 2 ans, de Wolfreich, qu'on a commencé à comprendre quel était son rôle. C'est l'ARN H19, qui est un ARN qui a été, il y a plusieurs centaines de publications sur H19. C'était un modèle d'étude de l'empreinte à la fois chez la souris, parce qu'il est soumis à l'empreinte chez la souris et chez l'homme. Il existe chez les deux, bien que ce soit un ARN non codant, mais on n'avait pas vraiment d'idée de sa fonction physiologique. Donc c'est quelque chose dont je vous parlerai. Alors, de nouveau, comme pour Prader-Willi Angelman,
c'est des régions qui sont conservées à la fois dans le contenu des gènes et à quelques petites variations près qui peuvent compliquer les choses, dans l'organisation des phénomènes d'empreinte. Donc chez la souris, c'est à gauche, chez l'homme, c'est à droite. Comme la dernière fois, on voit assez mal les couleurs, mais vous avez les deux centres de régulation de l'empreinte et qui sont aussi les centres qui sont différentiellement méthylés, et vous avez les gènes équivalents, et vous avez, alors là, visiblement, les couleurs, ça ne doit pas être très bien, parce que H19 est d'expression maternelle. Ceux qui sont d'expression paternelle, c'est IGF2 qui doit être tout à côté. Donc, bon, là, je n'arrive vraiment pas à voir, mais enfin, il est de l'autre côté, IGF2, bah oui, il doit être ici, quelque part caché, parce que les couleurs ne ressortent pas. Alors, ça, c'est quelque chose d'un peu plus simple. Alors, juste l'importance que ça soit conservé chez la souris, ça veut dire que tout ce qu'on sait sur les mécanismes d'empreinte, ça vient de deux aspects complémentaires, soit des anomalies qu'on va détecter chez des patients, et des délétions, des anomalies d'empreinte qu'on va détecter chez les patients, soit qui ont Beckwith-Wiedemann, soit qui ont Silver-Russell. Et quand c'est des cas familiaux, on ne va pas pouvoir savoir, est-ce que telle anomalie, selon qu'elle est héritée du père ou de la mère, peut donner ou non un des syndromes, et est-ce que le syndrome miroir existera selon que c'est transmis par le père ou par la mère. Mais, d'autre part, toute la génétique de la souris, comme vous savez qu'on peut évidemment manipuler le génome de la souris, eh bien, les gens s'en sont donnés à cœur joie dans cette région en faisant des délétions ciblées, par exemple, de la région IC1 ou de la région IC2, ou là, du promoteur de cet ARN antisens qui s'appelle donc le doux nom de KCNQ 1OT1, c'est un T pour transcrit, donc qui est un ARN antisens de ce grand gène KCNQ1 qui, lui, est un canal potassique. Alors, juste une chose, donc pour décrire, donc ça va être les acteurs principaux de la saga que je vais essayer de vous expliquer. Nous avons déjà parlé de IGF2, qui est donc un facteur de croissance très exprimé pendant la période fœtale. H19, cet ARN non codant mystérieux, ou qui est resté mystérieux jusqu'à il y a très peu de temps. CDKN1C, qui est donc ce régulateur de la division cellulaire et qui a une action plutôt d'inhibition de la division cellulaire. Et puis, là, on va dire, celui-là, il n'a pas grand-chose à voir avec KCNQ1, un canal potassique, qui est en fait exprimé dans le tissu cardiaque et qui régule l'activité électrique du cœur et qui est impliqué dans une anomalie de l'ECG qu'on appelle le syndrome long QT, qui est un syndrome d'ailleurs qui peut être responsable de mort subite. Et le syndrome long QT peut être dû à des mutations dans différents gènes, mais enfin, disons, celui qui est associé à des mutations dans KCNQ1 n'a pas de phénomène lié à l'empreinte, il n'y a pas de différence selon qu'on reçoit la mutation sur le chromosome paternel ou maternel. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans le tissu cardiaque, il n'y a plus, ces phénomènes d'empreinte ont été effacés, et donc dans le tissu cardiaque, il y a expression
de KCNQ1 à partir du chromosome paternel et maternel, donc que l'on reçoive la mutation sur une maladie dominante, qu'on reçoive la mutation sur le chromosome paternel ou sur le chromosome maternel, ça n'a, semble-t-il, pas vraiment de différence. Donc, on voit que là, on est quand même dans des histoires de croissance, notamment fœtale. Donc, le dernier acteur, c'est ce très grand transcrit. Les gens l'appellent un macro non-coding RNA, puisque je vous dis 80 à 120 kb, c'est beaucoup plus grand que la plupart des ARN qu'on connaît. Et donc, qui est un ARN dont la fonction, qui reste dans le noyau, et donc c'est un ARN nucléaire, et dont la fonction est effectivement une fonction de régulation de l'expression des gènes qui sont sur ce même chromosome dans cette région. Voilà, donc c'est les acteurs. Et alors, je vais continuer parce que alors, les deux centres d'empreinte, IC1, c'est celui qui va contrôler l'expression d'H19 et de manière indirecte de IGF2. Et puis IC2, en fait, IC2 contrôle l'expression de cet ARN antisens qui, par la suite, va faire son boulot d'inhibition des autres. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le chromosome maternel? Donc, ça, c'est ce qui est normal. Sur le chromosome maternel, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, à IC1, il n'y a pas de méthylation. Et il se trouve que ce site IC1 est aussi un site qui contient, à la fois chez l'homme et chez la souris, des sites de reconnaissance pour un facteur de transcription, mais surtout d'organisation de la chromatine et d'organisation des domaines de la chromatine, qui est le facteur CTCF. Donc, dans cette région, chez l'homme ou chez la souris, je crois, il y a de 5 à 7 sites CTCF proches les uns des autres. Et en fait, CTCF est surtout connu comme une protéine donc, qui, au niveau de la chromatine, va agir comme insulateur. C'est-à-dire, on sait qu'il existe dans la chromatine une organisation par domaine, qui fait que, par exemple, on va avoir un domaine qui est actif dans un tissu donné, et le domaine d'à côté peut être inactif. Et à la frontière, je dirais, entre un domaine actif et un domaine inactif, on a effectivement cet élément insulateur qui empêche les stimulateurs de transcription, les enhancers de transcription, d'aller agir sur des gènes qui ne devraient pas être exprimés. Donc, CTCF agit comme insulateur. Et bien là, quelle est la conséquence? Donc, chromosome maternel, pas de méthylation. Par contre, chromosome paternel, il y a de la méthylation. Ce qui est d'ailleurs assez rare dans les phénomènes d'empreinte génomique. En général, c'est plutôt le maternel qui est méthylé et le paternel qui ne l'est pas. Donc là, c'est un cas un peu plus rare où on a une méthylation du chromosome paternel et pas du chromosome maternel. Et cette méthylation agit sur la possibilité à la fois d'exprimer le gène H19, mais aussi, puisque quand c'est méthylé, H19 ne s'exprime pas, mais aussi sur la présence ou la non-présence d'un élément d'insulation, CTCF. Quand c'est méthylé, eh bien, CTCF ne peut pas se fixer. Donc, il n'y a pas cet élément d'insulation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chromosome maternel, H19 peut être exprimé. Hein, quand il y a cette petite encoche, ça veut dire qu'il y a expression sur ce chromosome. Donc, on a expression d'H19. Par contre, ici, il y a des séquences de type enhancer qui, s'il n'y a pas CTCF,
pourrait activer le gène IGF2, mais comme il y a CTCF, elles ne sont pas actives et donc IGF2 n'est pas exprimé sur le chromosome maternel. Qu'est-ce qui se passe sur le chromosome paternel? Il y a méthylation, CTCF ne peut pas se fixer, à cause de la méthylation, H19 n'est pas exprimé, mais comme il n'y a pas d'élément d'insulateur, les enhancers qui sont ici peuvent aller stimuler sur le chromosome paternel le gène IGF2. Et vous vous rappelez, dans la théorie du conflit, pour ceux qui étaient là, j'avais dit, c'est la théorie du conflit, c'est que le père a intérêt à ce que sa descendance soit la plus grande possible, donc il va plutôt avoir tendance à stimuler la croissance de l'embryon, tandis que la mère, je veux dire, si elle veut survivre, il ne faut pas quand même que son fœtus lui prenne trop de place. Et donc là, on voit qu'effectivement, IGF2, qui est un facteur de croissance embryonnaire, est exprimé à partir du chromosome paternel. Donc ça, c'est cette situation en miroir donc, qui fait qu'on a vraiment des deux côtés de ces sites CTCF de cet IC1, soit on a ce gène qui est exprimé en maternelle, ce gène qui n'est pas exprimé, ou en paternelle, c'est le contraire, en miroir, H19 n'est pas exprimé sur le chromosome paternel, mais IGF2 est exprimé. À quelques pas de là, on a maintenant un autre centre d'empreinte qui est IC2, donc, qui lui est méthylé au niveau maternel et qui n'est pas méthylé, donc soumis à empreinte au niveau maternel, qui n'est pas méthylé au niveau paternel. Et ceci se passe juste à l'endroit qui est la séquence qui est promoteur pour ce très grand transcrit. Ici, il n'est pas montré comme très grand, mais apparemment, il est extrêmement grand, pour notre KCNQ1 OT1. Ce qui veut dire que cet ARN antisens n'est pas exprimé sur le chromosome maternel, et comme il a un rôle d'inhibiteur en 6 de l'expression des gènes, eh bien, CDKN1C et KCNQ1 vont pouvoir s'exprimer sur le chromosome maternel. Par contre, sur le chromosome paternel, effectivement, cet ARN antisens s'exprime, ce macro-ARN s'exprime, et comme il s'exprime, ben, il inactive l'expression des autres. Donc vous voyez qu'on a, ce qui fait la complication, c'est qu'on a plusieurs centres d'inactivation avec des effets inhibiteurs ou activateurs. Le même centre peut activer un gène ou inhiber l'autre, selon qu'il est méthylé ou pas. Et d'autre part, on active un gène qui, en fait, réprime l'action des autres, l'expression des autres. Donc c'est, vous voyez un petit peu la complexité. Et c'est probable que, je dirais, c'est cette complexité qui fait que c'est aussi plus sensible, peut-être, c'est un peu un argument, je dirais, théologique, que ça va être plus sensible à des anomalies du contrôle épigénétique. Maintenant, l'autre explication, évidemment, pour la différence de type de mutation par rapport à Prader-Willi et Angelman, c'est que dans Prader-Willi et Angelman, il y a aussi des causes génomiques, la présence de ces séquences répétées, qui font que les événements de délétion sont plus fréquents. Bien, alors, juste, CTCF, c'est une dia un peu compliquée. Je vais simplement la résumer. C'est CTCF, quand il peut se lier à ces sites qui peuvent être éloignés sur la chromatine et réaliser ici, notamment avec une autre protéine importante qui est la coésine, faire des boucles de chromatine qui définissent effectivement des domaines de chromatine active ou des domaines de chromatine inactive.
Donc, vous voyez, CTSF est à l'origine de ces boucles, et on va avoir à ce moment-là la constitution, par exemple, de domaines de chromatine qui vont partager un certain type de régulation. Donc, je crois que je ne vais pas rentrer plus. Vous avez ici une référence pour ceux qui s'intéresseraient à CTCF. Alors, maintenant, comme je l'avais dit la dernière fois, pour le contrôle de l'empreinte génomique parentale, il faut, première chose, qu'elle soit déposée, qu'elle soit établie, c'est-à-dire que soit au niveau de la spermatogénèse, soit au niveau de l'oogénèse, on va à tel ou tel endroit méthyler ou ne pas méthyler un centre de contrôle de l'empreinte. Donc c'est l'établissement de l'empreinte. Et ensuite, au cours des divisions cellulaires, il faut que cette empreinte soit maintenue. Alors, la dernière fois, je vous avais dit, pour établir l'empreinte, il faut des méthylases, puisqu'il s'agit de mettre des groupements méthyl là où il n'y en a pas, donc des méthylases de novo, c'est DNM T3 L et A, c'est deux enzymes. C'est les mêmes qui sont aussi impliqués dans l'établissement de l'empreinte pour Prader-Willi et Angelman. Et là aussi, c'était quelque chose dont j'avais parlé. Là. Il y a une autre méthylase qui est plutôt, elle, impliquée dans la maintenance, donc dans le fait qu'une fois que cette empreinte, cette méthylation a été établie, au cours des divisions cellulaires successives, elle va être reproduite au même endroit dans les cellules filles. Et puis, ce qui manque ici, donc il faut maintenir, et puis, comme j'avais dit, après, il faut effacer, puisque si vous avez une empreinte paternelle chez une fille, quand elle va faire son oogénèse, elle doit effacer l'empreinte paternelle pour remettre une empreinte maternelle, et ça, c'est le phénomène d'effacement qui se passe dans les cellules germinales primordiales et les cellules souches germinales, mais ça, ici, on n'en parle pas. Et les études, notamment sur la souris, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une série d'études avec des souris knock-out pour différents gènes dont on avait des raisons de supposer qu'ils pouvaient jouer un rôle dans ces processus où, quelquefois, on étudiait ces souris pour comprendre la fonction de tel ou tel gène, et on s'apercevait qu'il y avait notamment des anomalies au niveau du phénomène d'empreinte dans cette région équivalente, donc chromosome 7 chez la souris. Et donc, vous voyez ici toute une série de gènes dont les études sur la souris suggèrent qu'ils ont un rôle également dans surtout la maintenance, mais aussi l'établissement ou la maintenance de l'empreinte. Dans certains cas, on sait qu'ils agissent au niveau de la région numéro 1 ou de la région numéro 2. Et puis, simplement pour vous montrer la complexité, la dernière fois, je vous avais cité un papier pour DNMT1 qui montrait qu'en fait, l'action de DNMT1 sur la maintenance était un effet maternel dans le sens où c'était la méthylase apportée par la mère dans les oocytes qui avait un rôle de maintenance dans l'embryon au début de son développement. Et donc, ce qui faisait que, en fait, une mère qui était homozygote knock-out pour DNMT1
ces enfants avaient une anomalie, les souriceaux avaient une anomalie d'empreinte, alors qu'eux-mêmes n'étaient qu'hétérozygotes et donc n'avaient pas de déficience dans ce gène d'NMT1, parce que c'est un gène dont on avait besoin qu'il soit apporté, enfin la protéine a besoin d'être apportée dans l'OGNS par la mère. Donc c'est ce qu'on appelle un effet maternel. Donc ici, vous voyez, cette colonne vous dit, est-ce que telle ou telle protéine, donc ou gène, protéine, est d'effet maternel, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit apportée par la mère pour que, par exemple, l'empreinte soit établie, ou au contraire, il faut qu'il soit produit par le zygote, par l'embryon, pour que, effectivement, ça puisse fonctionner. Et là, il y a notamment des gènes qui sont très connus, comme OCT4 et SOX2, qui sont ces gènes qui sont importants dans l'établissement de cellules souches totipotentes, et ce sont ces gènes qui sont utilisés pour reprogrammer des fibroblastes en cellules souches. Et là, il a été montré, par exemple, par Christine Jikel, que ces facteurs ont des sites de reconnaissance dans la région 11p15 et que certains patients avec Beckwith-Wiedemann ont des mutations dans les sites de reconnaissance par, je crois, OCT4, donc qui montrent bien qu'il y a un effet de ces gènes sur les mécanismes d'empreinte. Donc, ceci, c'est surtout pour vous montrer à la fois l'extrême complexité, mais aussi l'extrême sophistication de ce qui a été fait grâce notamment, effectivement, à l'utilisation de la souris. Donc, on est toujours dans un dialogue souris-homme sur ce qu'on fait. Alors, ça, c'est une autre manière, toujours, de cet article de Christine Jikel, qui montre qu'effectivement, dans l'oocyte, par exemple, on va avoir au niveau du centre ICR2 qui, lui, est méthylé dans l'oocyte sur le chromosome maternel, on va avoir effectivement les méthylases qui sont présentes à IC2 mais qui ne sont pas présentes à IC1, et dans le sperme, les mêmes méthylases vont être présentes à IC1 mais pas à IC2. Et il y a un problème qui, semble-t-il, pour le moment n'est pas résolu. Finalement, c'est les mêmes méthylases, c'est deux loci qui sont pas loin les uns des autres. Qu'est-ce qui fait que dans l'oocyte, ces méthylases vont méthyler ICR2 et dans le sperme ICR1 et pas le contraire. Donc, si vous voulez, on connaît beaucoup de choses, mais il y a encore, je dirais, le problème au tout début, c'est comment ça commence. Qu'est-ce qui fait que dans l'oocyte ou dans le sperme, les mêmes enzymes vont méthyler ici ou là? Alors, il semble que, par exemple, il y ait un facteur qui ressemble à CTCF, qui est un analogue de CTCF, qui est particulièrement exprimé dans le sperme. Et donc, est-ce qu'effectivement, il faut toujours qu'il y ait... Est-ce qu'il va marquer l'endroit qui doit être méthylé, et s'il n'est pas là, c'est pas méthylé, etc. Donc, si vous voulez, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, même si on connaît beaucoup de choses. Alors maintenant, ça c'était ce qui était normal. Comment est-ce qu'on fait, on explique les maladies de Beckwith-Wiedemann? Alors d'abord, comme pour Prader-Willi-Angelman, eh bien, on peut avoir une disomie uniparentale, c'est-à-dire, dans ce cas-là, quand l'ensemble du chromosome 11 ou cette région, s'il y a des recombinaisons somatiques, vient deux fois du père, eh bien, quand ça vient deux fois du père, on a une méthylation sur les deux allèles en IC1, ça veut dire H19 n'est pas exprimé. Par contre, IGF2 est exprimé à partir des deux chromosomes. Donc on va voir, je dirais, plus d'IGF2. Et on peut se dire que ça peut entraîner une croissance trop grande. Et effectivement, c'est ce que
Beckwith-Midland, c'est un syndrome de croissance excessive. Et d'autre part, qu'est-ce qui se passe au niveau ici? Eh bien, puisqu'il n'y a pas de méthylation ici, puisqu'on a deux fois le chromosome une UPD paternelle, eh bien, on ne va pas exprimer cet antisens. On va exprimer cet antisens, et donc on n'exprime pas CDKN1C. Et CDKN1C, c'est un inhibiteur de croissance. Si on ne l'exprime pas, c'est quelque chose qui va de nouveau pousser aussi à une croissance excessive. Donc ça, c'est les disomies uniparentales. Maintenant, un peu comme pour Angelman, où je vous avais dit, dans Angelman, finalement, ce n'est pas toute la région qui est importante, il suffit d'avoir des mutations dans le gène UBE3A, à condition qu'elles soient héritées de la mère pour avoir un syndrome d'Angelman. Eh bien là, il y a un gène, donc, qui visiblement est un gène clé du point de vue de son fonctionnement, c'est le gène CDKN1C. Et CDKN1C, vous vous rappelez, il est exprimé uniquement sur le chromosome maternel. Et donc, s'il y a une mutation qui inactive CDK1C et qui est portée et survenue sur le chromosome d'origine maternelle, il y aura expression d'un gène inactif, d'une protéine inactive, et donc on va avoir une déficience en CDKN1C et un syndrome de Beckwith-Wiedemann. Donc ça montre que le syndrome de Beckwith-Wiedemann peut être dû simplement à un déficit d'expression de ce régulateur de la division cellulaire. Alors, il y a une chose que j'ai vue très récemment, c'est pour vous montrer aussi la complexité finalement de la génétique. Très récemment, il y a un syndrome que je ne connaissais pas, je ne sais pas si les généticiens cliniciens dans la salle connaissaient le syndrome IMAGE pour Intra-Uterine Growth Retardation, donc un syndrome de retard de croissance avec des anomalies osseuses, avec une hypoplasie surrénalienne et des anomalies génitales. Ce syndrome est dû à des mutations de type mutation faux sens qui sont présentes dans CDKN1C, mais à un endroit très spécifique de la protéine, dans un endroit de 5 acides aminés, et on pense en fait que ces faux sens réalisent ce qu'on appelle un gain de fonction, c'est-à-dire qu'on a une activation de la protéine, CDKN1C, et comme c'est une protéine qui est inhibitrice de la croissance, si on active par des mutations CDKN1C, on va avoir un syndrome de retard de croissance. Donc, vous voyez, c'est encore un cas un petit peu compliqué. Alors, autre chose, et c'est là où on va voir aussi une partie de la complexité, il y a des duplications en petit nombre. Il y a peut-être une quinzaine de patients qui ont été décrits, ou une vingtaine de patients qui ont été décrits dans la littérature, avec des duplications, soit de toute la région, des grandes duplications, soit uniquement d'une partie du domaine ICR1 ou du domaine ICR2, etc. Et là, vous voyez que selon l'étendue de la duplication, si on a une duplication de toute la région, si elle est d'origine maternelle, les gènes qui sont exprimés du côté maternel ont plutôt tendance à réduire la croissance de l'embryon. On va avoir le phénomène de retard de croissance Silver-Russell. Si au contraire c'est une duplication sur le chromosome paternel, on va avoir un syndrome de Beckwith-Wiedemann. Par contre, si on ne touche qu'à une partie du domaine, on peut avoir ici, si c'est sur maternelle, on a le syndrome SRS, mais on n'a pas de phénotype
Beckwith-Wiedemann si la transmission est paternelle. Et comme toujours, comme on a ce jeu entre des stimulateurs, des inactivateurs, des séquences qui sont impliquées dans une manière négative ou positive face à l'expression, eh bien, on peut avoir même des duplications du côté ICR2 qui vont donner par transmission maternelle un syndrome de croissance excessive, donc Beckwith-Wiedemann, et sur un seul cas, donc on ne peut peut-être pas faire de... parce que là, il faut qu'en plus, ça soit des duplications familiales pour qu'on puisse tester est-ce que c'est transmis par la mère ou quand c'est transmis par le père, ça donne quelque chose. Il n'y a pas de phénotype quand c'est transmis par le père. Donc de nouveau, voilà. Alors, on va aller maintenant à finalement ce qui est responsable de plus de 50% des cas, soit de Beckwith-Wiedemann ou de Silver-Russell, qui ne sont pas des délétions ou des dysominies parentales ou des mutations classiques, mais qui sont ce qu'on appelle des épimutations. Une épimutation, c'est quelque chose qui va simplement modifier l'état épigénétique, l'empreinte, dans la région. Alors, comme je dis, ces défauts d'empreinte peuvent résulter d'un défaut d'effacement, d'un défaut de mise en place ou d'un défaut de maintenance. Alors, on peut définir cette épimutation d'une manière opérationnelle. Comment est-ce qu'on sait si un patient a une épimutation ou n'a pas une épimutation? Eh bien, on va regarder par analyse de méthylation ou éventuellement aussi, puisqu'il y a les modifications des histones, vous avez des modifications d'histones qui corrèlent avec soit l'expression ou au contraire la répression de l'expression. Donc on va regarder, est-ce qu'on a le patron de méthylation ou le patron de modification d'histone qui est le patron normal, ou au contraire, est-ce qu'on a une hypométhylation ou au contraire une hyperméthylation au niveau notamment des sites de régulation de l'empreinte. C'est-à-dire qu'on va analyser à IC1 ou à IC2 quel est le patron de méthylation et le comparer au patron de méthylation ou de modification d'histone normal. Alors, ces épimutations peuvent être primaires ou secondaires. Alors, qu'est-ce que c'est primaire, qu'est-ce que c'est secondaire? Primaire, c'est qu'on n'a pas vu d'anomalie de séquence qui pourrait expliquer cette anomalie de méthylation ou de modification d'histone. Donc, on se dit que c'est vraiment une anomalie de la maintenance ou de l'établissement de l'empreinte. Et dans d'autres cas, il y a en fait une mutation, soit dans la région soumise à l'empreinte, soit peut-être dans une autre région sur le génome, et je vais y aller. Donc ça, c'est une mutation secondaire à une mutation qui change, elle, la séquence de l'ADN. Et ce qu'on pense, c'est que ces épimutations primaires ont un caractère stochastique, puisque finalement, vous avez des mécanismes très compliqués, et pour tout mécanisme très compliqué, à un moment, vous pouvez dire il y a une probabilité faible que ça ne marche pas, à tel moment ou à tel endroit, et ça va effectivement entraîner une anomalie qui peut être plus ou moins importante. Contrairement là aussi à une mutation sur l'ADN qui, quand elle n'est pas en mosaïque, on va dire là on a un A, là on a un G, ou là on a une délétion où on ne l'a pas. Dans les anomalies épigénétiques, ça peut être plus subtil. Ça veut dire qu'il y a une hyperméthylation, mais ça ne veut pas dire que tout est hyperméthylé. Il y a une hypométhylation, ça ne veut pas dire que tout est hypométhylé. On peut avoir un caractère quantitatif. Donc, si vous voulez, c'est la même chose, mais pour que vous ayez l'empreinte normale,
il faut qu'il y ait une séquence qui soit reconnue par le facteur qui va soit établir ou maintenir l'empreinte, comme étant, voilà, là, il faut établir une empreinte. Donc, cet ovale, c'est la protéine qui va jouer un rôle dans l'établissement ou le maintien de l'empreinte. Et là, il y a une séquence qui est nécessaire pour être reconnue et pour établir la méthylation. En rouge, c'est la méthylation. Une épimutation primaire, c'est à un niveau d'un des locus, eh bien, il n'y a pas d'anomalie de la séquence. La protéine qui devrait déposer son empreinte, l'empreinte, elle est là, mais ça ne s'est pas fait. Voilà. Il y a eu un problème, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est une épimutation primaire. La deuxième possibilité, c'est qu'en fait, justement, à ce niveau-là, où il devrait y avoir dépôt de l'empreinte, il y a une mutation, et cette mutation fait que la protéine qui doit générer l'empreinte ne reconnaît pas le site où elle doit agir, et donc l'empreinte n'est pas déposée. Donc, on va avoir absence de méthylation. Et la troisième possibilité, et on va revoir que ça semble effectivement une explication dans certains cas, c'est qu'en fait, il y ait quelque part dans le génome une mutation qui affecte l'activité d'un des nombreux acteurs de ce programme de mise en place de l'empreinte. Et donc, comme cet acteur ne va pas faire son boulot correctement parce que lui-même est le site d'une mutation, il pourra y avoir des épimutations à plusieurs endroits différents. Parce que finalement, ces acteurs, ils ne sont pas importants juste en 11p15, mais peut-être sur le Prader-Willi ou d'autres. Et donc, on pourra avoir des anomalies multiples de l'empreinte à différents endroits du génome. Donc ça sera secondaire, mais on va dire que c'est en transe, parce que la mutation n'est pas là où il y a l'anomalie de dépôt de l'empreinte, elle est une mutation qui touche un des acteurs qui est responsable de la mise en place ou de la maintenance de cette empreinte. Et donc, effectivement, c'est ce qui a été trouvé, donc en tout cas de telles anomalies d'empreinte, donc des épimutations, qui ont été trouvées, soit pour Beckwith-Wiedemann à titre de gain de méthylation au niveau IC1, et donc où les deux chromosomes vont se comporter comme des chromosomes paternels, donc pas d'H19. Par contre, on a les deux chromosomes permettent l'expression d'IGF2, syndrome de croissance excessive. Ou, au contraire, une perte de méthylation de la méthylation maternelle à IC2, ça veut dire qu'on va exprimer ce fameux ARN antisens à partir des deux chromosomes, et on va empêcher l'expression notamment de CDKN1C, qui est un régulateur négatif de la croissance, donc, de nouveau, trop de croissance. Donc, voilà deux types d'épimutations que l'on va pouvoir visualiser par analyse de la méthylation. Et comme je l'ai dit, dans le cas de Beckwith-Wiedemann, c'est 50 à 60% des cas sont expliqués par de telles anomalies, et en général primaires. C'est assez peu fréquent, mais ça arrive qu'on puisse voir une mutation primaire. Voilà. Alors, ces dia très compliqué, qui est extrait d'une des revues, c'est juste pour dire qu'on a des mécanismes différents, et en fait, la fréquence des signes cliniques, ou la sévérité des signes cliniques, va quand même dépendre du mécanisme. Donc, par exemple, une des choses dont je vous ai parlé, qui est évidemment très importante pour l'enfant, c'est les tumeurs de type Wilms ou hépatoblastome, etc. Eh bien, d'après les données épidémiologiques, il semble que ça soit le
plus fréquent quand vous avez une disomie uniparentale ou quand vous avez un gain de méthylation à IC1. Et par contre, le risque est nettement plus bas quand vous avez, au contraire, une perte de la méthylation maternelle à IC2. De la même manière, l'omphalocèle, donc cette anomalie de la paroi abdominale, semble particulièrement présent quand vous avez des mutations de CDKN1C ou quand vous avez la perte de méthylation à IC2 qui conduit directement à l'extinction de l'expression de CDKN1C. Donc, on peut se dire que CDKN1C est particulièrement important pour l'aspect omphalocèle. Donc, si vous voulez, en tout cas d'après cette revue, je n'ai pas regardé les papiers originaux, mais vous avez quand même, selon le type d'anomalie qu'on va trouver, la fréquence de certains des symptômes associés au Beckwith-Wiedemann ou l'importance de ces symptômes vont varier. Donc, c'est encore une chose importante. Alors, je vous ai dit, Beckwith-Wiedemann, on savait, parce qu'il y avait des grandes anomalies cytogénétiques qui avaient été trouvées en 1983, que c'était lié à 11p15. Et il a fallu attendre d'abord l'identification de ces quelques duplications détectables par cytogénétique qui suggéraient que Silver-Russell pourrait être un syndrome miroir, mais surtout ce papier de 2005 dans Nature Genetics qui a été publié par l'équipe de Yves Lebouc, qui est quelqu'un qui s'intéresse, c'est un endocrinologue au départ, qui s'intéresse beaucoup au phénomène de croissance et d'anomalie de la croissance, et Christine Jickel, qui montre donc que dans ce syndrome de retard de croissance Silver-Russell, dont jusqu'à cet article, on expliquait que 10% des cas par cette disomie uniparentale du chromosome 7, eh bien, elle montre qu'en fait, chez une proportion importante de cas, il y a une épimutation, une déméthylation de la région IC1, déméthylation qui, comme je l'ai dit, va empêcher, va probablement réduire l'expression d'IGF2 et surtout entraîner une expression plus importante d'H19. Alors ça, c'est juste, j'aime bien montrer de temps en temps par ce type de graphe le nombre de publications, le nombre de citations au cours du temps. Ça, c'est quand vous interrogez le Web of Science, combien il y avait de publications qui étaient sur Silver-Russell qui étaient citées. Et vous voyez que jusqu'en 1995, personne ne s'intéresse, ou à peu près, au syndrome de Silver-Russell. Ça reste une de ces, je dirais, curiosités décrites dans quelques papiers, un cas ou deux, voilà. Donc, très peu de gens s'y intéressent. Un frémissement important quand, en 1995, est décrit le fait qu'il y a 10% de cas qui sont à des disomies uniparentales. Donc, ça met tout d'un coup Silver-Russell dans l'intérêt des gens qui étudient l'empreinte. Et puis, en 2005, les épimutations découvertes dans ce syndrome par Christine Jickel. Et là, ça donne encore, ça booste l'intérêt des scientifiques, des chercheurs, pour cette pathologie. Donc, vous voyez, ça montre... Voilà. Donc, je crois que j'ai déjà dit, hein, c'est vraiment dans Silver-Russell, environ 50% des cas sont dus à cette hypométhylation d'IC1 qui fait que le locus d'origine paternelle va ressembler à un locus maternel. Et donc, comme on a dit, la mère, elle essaye plutôt de, dans la théorie du conflit, hein, de diminuer la taille du fœtus pour qu'elle puisse quand même garder quelque chose pour se nourrir elle-même. Alors, une chose, par contre, bon, la disomie uniparentale du 7, là c'est même 5%, c'est plus 10%.
les duplications, c'est 1 ou 2%. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a encore 45% ou 40% de ce qu'on appelle Silver-Russell qui n'est pas expliqué. Hein. Ça, c'est juste pour ceux qui s'intéresseraient au problème. Et alors, là, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est parce que plusieurs personnes se sont demandé, donc Christine Jikel notamment, mais d'autres aussi, quand il y a des anomalies comme ça, des mutations à 11p15, est-ce qu'il y a d'autres anomalies de méthylation à d'autres loci dans le génome? Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'en fait, 7%, dans 7% des cas, 7% sur 100%, hein, c'est 7%, vous avez des anomalies à des loci multiples, hein, patients with hypomethylation at additional loci. Donc, suggérant que ce n'est pas simplement un défaut localisé de mise en place de l'empreinte, mais que c'est un défaut plus général, probablement, peut-être dû soit à des phénomènes de l'environnement ou d'interaction génétique et environnement, et notamment en lisant la littérature, il y a une suggestion, il y a des enzymes dont on sait qu'il existe des variants, des enzymes impliquées dans pouvoir fournir des groupements méthyl pour la méthylation. On sait qu'il existe des variants qui sont plus ou moins actifs dans la population. Et on pourrait se dire qu'en fonction de l'environnement, de ce qu'on mange, etc., ça pourrait entraîner des déficits généralisés de méthylation, donc liés à la fois peut-être à l'interaction génétique-environnement. En tout cas, c'est des choses qui sont parmi les hypothèses. Par contre, ce qu'il semble, en tout cas sur les publications actuelles, c'est qu'on ne trouve pas vraiment de différence de sévérité, en tout cas évidente, selon que ce soit des gens qui n'ont des patients qui n'ont qu'une épimutation à 11p15 ou qui ont aussi des anomalies à d'autres endroits du génome. Mais comme déjà c'est un syndrome qui est relativement variable, c'est peut-être pas absolument évident de pouvoir, sur quand même encore des petits nombres de cas. Et ça, c'est juste aussi quand je vous ai dit que le syndrome de Silver-Russell, c'était probablement à un moment un peu quelque chose où on mettait beaucoup de problèmes cliniques divers et variés. Et donc, il y a un article récent d'un groupe suisse, Deborah Bartholdi, la première auteure, qui a regardé les anomalies de méthylation. Donc ça, c'est la méthylation normale, mais en fonction des scores de sévérité clinique de Silver-Russell, c'est-à-dire que plus le score est élevé, plus le diagnostic de Silver-Russell est évident. Et ce qu'elle trouve, c'est que les anomalies de méthylation, on ne les trouve que chez des individus qui ont un score clinique de sévérité assez important, donc qui sont vraiment des Silver-Russell, et que probablement dans des patients qu'on aurait pu avoir tendance à appeler atteints du syndrome de Silver-Russell, c'est probablement autre chose parce qu'on ne voit pas d'anomalie de méthylation. Donc ça c'est... je vais peut-être... on va peut-être s'arrêter 3 ou 4 minutes, histoire de reposer, nécessité physiologique et autres. Et puis je reprendrai dans 5 minutes.